Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Désolé pour le retard, tout simplement, je viens de faire une petite boulette d'enregistrement, donc je viens de perdre à peu près trois quarts d'heure de mon temps. Donc celle-là, je vais la faire un petit peu plus rapide, parce que ça me gonfle déjà à l'idée de devoir redire ce que je viens de redire, ce que je viens de dire il y a quelques instants. Donc bref. Euh, on est en fin de semaine, on fait une émission expérimentée, donc toujours pareil, on va discuter un peu des mêmes thématiques. Gestion de portefeuille pour l'instant, gestion de la psychologie, comment on arrive à naviguer dans ces marchés très obscurs et très emmerdants. Donc je vais essayer de me placer par rapport aux différents profils, le mien d'abord et puis après les différents autres qui sont probablement les profils majeurs en trading actuellement. Donc personnellement, toujours sur une gestion de portefeuille moyen-long terme, j'ai pas l'impression qu'il faille changer quoi que ce soit, simplement toujours pas de timing qui se dessine. On verra pour l'instant. On a des éléments plus positifs que par le passé. C'est la première fois, je vous rappelle, qu'on échoue au franchissement du sommet historique. Cependant, on n'arrive toujours pas à valider des percées baissières, c'est-à-dire qu'on est toujours face à un risque prédominant pour ma part, celui qui pourrait être l'accumulation ici en daily. Je ne favorise bien évidemment pas ce scénario. J'ai fait un choix baissier. Encore une fois, il s'agit d'un choix. Je n'ignore pas les risques acheteurs, ce qui serait le cas d'un permabère qui dirait il n'y a pas de risque, il se passera que ce que je veux. Non, il y a clairement des risques haussiers. Le risque, ce serait évidemment de subir donc une accumulation haussière, celle qu'on pour l'instant est en train de réactiver. D'accord. Donc je suis conscient que moi j'ai une vision, je suis tout à fait conscient qu'il y a des gens qui ont une vision opposée et on se bat. D'accord. Raison pour laquelle on est dans des ranges, raison pour laquelle ces ranges sont aussi interminables parce que je pense que les gens qui jouent contre moi avec un objectif eux aussi de volatilité. C'est-à-dire qu'ils visent effectivement des prix relativement acheteurs, alors que moi je vise des prix relativement plus bas également. Donc, on s'oppose, l'un de nous deux aura raison, hein, qu'on soit bien d'accord, ou on aura tort tous les deux, ça on verra bien, mais en attendant, il faut gérer ses risques. C'est la seule chose qui est importante, et je dis c'est la seule différence entre un gland qui est permabère, qui n'imagine que ça ne peut que baisser et qui, que dans tous les cas, fera de mauvaise gestion du risque dans ses prises de décision. En tout cas, ses prises de décision seront altérées par des biais bearish, ce qui est clairement pas mon cas, encore une fois, je l'insiste là-dessus. Alors il y en a qui adorent mettre des étiquettes sur les traders, c'est très rigolo, hein, parce que bon voilà, je sais que je me la traînerai jusqu'à la fin de ma carrière, cette étiquette de permabère. Bon, ça me fait rire un peu par moment, des fois ça me déprime de voir que les gens sont toujours aussi stupides, mais bon, c'est comme ça. Donc le principe étant, moi je fais mon job, à savoir je gère mes risques, je prends des choix qui sont volontairement évidemment dans le suivi de ce truc-là, c'est-à-dire que je prends des trades un petit peu plus court terme, que je tiens évidemment en position vendeuse. D'accord. Il faut bien comprendre ça. Ça ne m'empêche pas d'acheter, hein. Encore une fois, vous les expérimentez, vous le savez, j'achète parfois aussi le marché américain, mais à très court terme. En gros, ça me permet juste de faire des petits gains que je réinvestis sur les ventes derrière. Ça me permet de payer mes stops des ventes. Voilà. Par exemple, l'autre jour, en direct, je vous ai pris un petit achat de Dow Jones pour les expérimenter ou des trucs comme ça. Je fais ce genre de trucs. Évidemment que je le fais. Mais dès que j'ai un choix à faire, je préfère tenir beaucoup plus mes ventes que mes achats. Ça, j'espère que vous, en tout cas, vous le comprenez beaucoup plus que les débutants, à qui je ne parle pas évidemment de ces trucs-là, sinon eux, ils seraient en train de dire, mais non, mais le gars, il nous dit de faire ça, puis il fait l'inverse. Non, non, on est bien d'accord. Aux débutants, je ne leur parle pas de ça, tout simplement parce que eux, ça va les embrouiller. Évidemment, ils vont se dire, attends, le mec, il me dit qu'il ne faut pas faire ça, et puis lui, il le fait. Oui, bon, vous comprenez ça, à comprendre pourquoi je fais ça, c'est de la gestion du risque, hein. C'est tout simplement de dire, je fais très peu de trades à court terme, mais quand je tombe sur une opportunité parce que le marché est un peu volatile, j'hésite pas à la prendre. Voilà. Par contre, je ne tiens pas les achats et je tiens les ventes. Voilà l'intérêt de dire. Donc pour moi, le problème, c'est de comprendre ce millefeuille dans lequel on est, d'accord, qui revient à dire, autrement dit, le risque, on va dire, du daily. D'accord, de dire il y a un risque d'accumulation, ok, de se dire en H4, c'est l'inverse, risque AQ baissière, parce que c'est ça qui est fou en fait. Attendez, je ne vais pas utiliser ça, on va utiliser les anchor text. Voilà. Donc c'est D1 égale risque AQ haussière. Ok, si on va en 4 heures, qu'est-ce que vous voyez là? Hop.
Bon, là, justement, je vous rappelle, on est vendredi, émission expérimentée, donc je m'amuse pas à expliquer les différents contextes et blablabli, blablabla. D'accord? Donc là, range mature égale quatrième borne égale potentialité d'accumulation baissière. Donc là, hop, qu'est-ce qu'on a en 4 heures? Risque d'accumulation baissière. D'accord? Merde. Risque d'accumulation baissière. Ok, qu'est-ce qu'on a en horaire? Ok, ça ressemble à quoi ça pour vous? Alors, pour moi, c'est vite, c'est très 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 vite vu. Hein. Voilà, vous supprimez les prix, vous dites qu'est-ce qui reste d'intéressant là-dedans. Ça, pour moi ici, c'est range baissier. Ok, et pardon, ça c'est l'horaire. Et en dessous, illisible. En dessous, tout ce qui est M15 et compagnie, pour moi, c'est bruit volatile. D'accord? Dans ce bruit volatile, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe toutes les différentes forces en présence qui sont absolument imprévisibles. Et voilà. Quelles sont ces différentes forces? La Fed, la macroéconomie, la propagande américaine. Ben voilà, hein, qu'on soit bien d'accord, toutes ces forces-là, elles sont là pour influer sur le marché. Ponctuellement, plus ou moins fortement, avec plus ou moins de succès. Mais voilà, la macro, elle fait baisser les prix, hein, on est bien d'accord, là, il n'y a pas de souci. La macro était horrible sur les 2 dernières semaines. Que des mauvaises nouvelles, sauf la pas trop mauvaise nouvelle de l'emploi. À côté de ça, toujours la même propagande américaine, on va avoir un deal, c'est génial, c'est machin. Même si on a un deal de merde cette semaine, c'est déjà un premier pas vers un super deal pour plus tard. Donc voilà, de toute façon, Wall Street a bien compris, enfin, Wall Street, pardon. La Maison Blanche a bien compris un truc. Il faut donner quelque chose au marché aujourd'hui parce qu'il en a marre d'attendre. D'accord? Le message est bien passé et ils ont bien compris ça à la Maison Blanche. Donc quand ils vous disent les Chinois veulent un deal, est-ce qu'on va le faire? C'est oh putain, on a vraiment besoin d'un deal parce que Wall Street en a ras le cul qu'on fasse que du blabla. Donc on va au moins essayer d'avoir un petit quelque chose. Donc on va voir si déjà d'une ça se passe parce qu'encore une fois, le plus drôle, ce serait que demain, il se passe rien. Enfin qu'aujourd'hui, il se passe rien. Le Premier ministre y aille et puis qu'ils disent oh bah non, au final, on fait que dalle. Et là, si on se passe ça, je vous dis, c'est le moment où au final, bah, la propagande américaine va commencer à paraître un peu stupide. Il ne faut pas oublier qu'en face, c'est la même chose. Hein. La Chine est une guerre de propagande également. Seulement, pour l'instant, les Chinois ont été très silencieux sur ce territoire-là. Donc, on va voir ce qu'il en est. Mais moi, personnellement, le coup du la Chine a envie d'un deal et on va voir si on veut bien leur concéder un deal, franchement, ça pue le storytelling. Donc, ça sent, encore une fois, la manipulation classique de la Maison-Blanche qui veut orienter l'opinion en America Great, China Poor, alors que c'est pas vraiment la réalité. Hein. C'est plutôt même l'inverse dans le rapport de force. C'est plutôt les États-Unis qui font tout pour essayer d'avoir un deal et la Chine qui ne veut rien concéder parce qu'elle a bien compris que c'était à elle que revenait le choix de décider. Donc, en tout cas, c'est beaucoup plus équilibré, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même des pressions fortes dans le camp américain aussi, mais il faut bien comprendre que s'il n'y a pas de deal, c'est qu'il n'y a pas d'accord. S'il n'y a pas d'accord, c'est que c'est beaucoup plus équilibré. C'est que les forces, le rapport de force est beaucoup plus équilibré que vous le pensiez. En fait, si c'était si facile, c'est-à-dire si les Américains étaient si forts par rapport aux Chinois, mais il y aurait déjà un deal, tout simplement parce qu'ils auraient complètement plié la Chine en quelques instants. C'est pas le cas. Donc, c'est de dire, il y a des rapports de force qui sont très puissants. Donc quand d'un côté vous entendez parler de la Chine c'est tout pourri et les États-Unis c'est les meilleurs, bah, si c'était le cas, ce serait déjà terminé cette histoire. C'est pas le cas. Donc c'est que il y a bien une erreur dans le jugement. Donc moi c'est toujours ce que je trade. Je ne crois pas évidemment cette propagande. Je pense plutôt à un juste milieu. Donc encore une fois le coup de c'est la fin du monde, les États-Unis, la chute de l'empire américain, tout ça, j'y crois pas. Tout comme je vous dis, America first et on va plier la Chine et trade wars are easy to win. J'y crois pas une seule seconde non plus. Voilà. Donc le problème c'est qu'il faut compiler ça. Et comment vous voulez compiler ça? Bah, c'est la merde parce que normalement vous devez déjà d'une savoir ce que vous voulez faire, c'est-à-dire vous devez avoir un choix de marché, vous choisissez l'achat ou la vente sur un portefeuille swing, vous ne pouvez pas ne pas savoir. Hein. On n'est pas attentiste en swing, malheureusement le swing c'est de l'anticipation, vous êtes obligé. Ça veut juste dire qu'on choisit des zones de prix là où c'est favorable, d'accord? C'est-à-dire que je vais remettre les prix
hop, en daily. Voilà, peu importe ce que vous faites, on s'en fout un peu, ok. La seule chose qui est importante, c'est que vous ayez déjà d'une part un avis. Je vous ai dit, si vous n'avez pas d'avis, bah, pour faire du swing, vous êtes déjà mal barré. Et c'est de dire, bah, après, chacun défend son camp. Voilà. Donc les acheteurs, eux, ils défendaient là, ils défendaient là. Les vendeurs, nous, on a défendu là, 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 là et là. Les acheteurs avaient défendu là, là. Ils ont probablement défendu un peu ici, mais là, franchement, être culotté. Qu'ils aient défendu là, je peux comprendre. Qu'ils essaient de défendre là, je peux comprendre également. Mais voilà. Il s'agit bien, de toute façon, de comprendre que chacun ici fait son boulot. Ok ? Tout le monde a souffert, hein, et la zone où tout le monde a souffert, où la souffrance a été la plus intense, c'est là pour les vendeurs et là pour les acheteurs. Là, les acheteurs se sont pris une piñata, un truc de ouf. Là, nous, c'est l'inverse. Ici, on s'est pris la grosse tannée quand on était en train de vendre. Maintenant, aujourd'hui, on rééquilibre les forces. D'accord ? Et là, les forces sont en train de sévèrement se concentrer, puisque c'est la première fois que les acheteurs tiennent des supports et que les vendeurs tiennent des résistances. Donc là, il faut bien vous dire que là, c'est ultra pétillant à Wall Street pour l'instant. Mais c'est la première fois que les deux ont raison. On a d'abord eu tort tous les deux, et maintenant, voilà. Donc il faut faire attention. Moi, je pense que cette compression ici sur la zone de résistance, c'est effectivement le risque d'une accumulation haussière. Maintenant, je pense encore une fois que c'est du pipeau et que je pense qu'on est en train de faire une accumulation baissière H4 pour venir chercher la zone ici, qui est pour moi la zone d'équilibre, qui revient à dire, en fait, la dernière fois où on a été un petit peu lésé, nous, en tant que vendeur, c'est là. Parce que ce truc-là, théoriquement, on n'avait rien à faire ici, on n'avait rien à franchir. Autrement dit, ici, on devait aller un petit peu plus bas. On s'est fait un peu chasser ici en tant que vendeur. En tout cas, on nous a fait transpirer. Rappelez-vous quand même qu'ils sont venus nous chercher à 0,15% du sommet, un truc comme ça. Mais ils ont échoué. Donc, nous, on a transpiré en tant que vendeur. J'ai envie de dire, dans cette bataille de guerre de nerfs, je veux voir transpirer des acheteurs. Où est-ce qu'on va les faire transpirer, les acheteurs? Pour moi, c'est là. Donc je pense que minimum, c'est de venir par là, de les faire transpirer à mort. Et on va voir ici s'ils arrivent à tenir un support, comme nous, on a réussi à tenir la résistance, ou non. Et c'est ça toute la problématique pour moi du moment, qui revient à dire, pour moi, le daily, d'accord? Alors, on va même faire mieux, on va cadrer le time frame supérieur, d'accord? Maintenant, on va faire l'hebdo. Parce que vous allez voir que c'est ça l'éternel problème de l'illisibilité de ce marché. Qu'est-ce qu'on a en hebdo? C'est quoi ça? Pour moi, c'est un signal vendeur, hein. C'est un risque de retournement. C'est un risque de fin de tendance, pur excès final, pouf, terminé, on repart au sud. Voilà, je peux pas triturer le truc, hein. C'est vraiment un signal de fin de tendance. Donc c'est risque de reverse, accumulation haussière, bon ben ça veut dire quoi? Ça veut dire on refuse le reverse, bon, possible. Hein, encore une fois, un reverse c'est toujours spéculatif. Et la validation du reverse, c'est où? Voilà, tiens, on va revenir. Où est-ce qu'on valide le reverse là? Alors il est déjà validé, c'est-à-dire on est déjà venu chercher le canal de tendance, la confirmation, c'est là, hein. C'est-à-dire que déjà il faut revenir chercher le canal de contexte maintenant. Normalement c'est ici que le trade vendeur est confirmé. Confirmé, ça veut dire qu'on risque plus de perte dessus, hein. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément réussir derrière. Rappelez-vous, hein, on n'est jamais rien sûr de rien. Le trade, il a réussi quand il a atteint son TP. Hein, voilà, c'est-à-dire pour moi, c'est ici la gestion du risque, et là, c'est le TP est terminé. Ici, je suis plus vendeur, et puis voilà. Ok? Donc, risque de reverse, accu haussière, baissier, neutre. Moi, je suis navré, mais voilà. Certains diront je suis encore biaisé, mais moi, je vois un baissier, un haussier, un baissier et un baissier. Voilà. D'accord? Donc, moi, quand je vois ça, je me dis plutôt, c'est celui-là qui va pas tarder à se reverse, et quand il va se reverse, on va avoir tout le monde au sud, et on risque de se prendre la tatane. C'est-à-dire l'accélération baissière brutale, non prévue évidemment par les haussiers, mais quelle est la chose auquel les haussiers, quelle est la chose que les haussiers doivent maintenir pour rester dans le range? Ça, voilà. Ils doivent maintenir le risque d'accumulation haussière en daily pour l'instant. Le jour où ils cèdent ça, je vous dis, on lâche 10%. C'est immédiat. Tout simplement parce que le jour où ils lâchent ces supports ascendants en daily, on comprend que quelque chose ne va pas dans la rhétorique. Pour l'instant, la rhétorique est en lien avec ce qu'on voit, c'est-à-dire autrement dit, la propagande autoréalisatrice se voit sur les prix. Voilà pour moi le schéma dans lequel on est. Il y a la propagande de Wall Street et elle se voit sur les prix. À chaque fois qu'ils parlent, les prix remontent. Donc, pour moi, c'est faux, c'est du vent et c'est de la manipulation pure et dure. Ça ne mènera à rien si ce n'est justement la désillusion. Mais pour l'instant, ça marche et il faut bien être conscient de ça.
Ok? Donc, c'est le risque pour l'instant, c'est de dire la propagande l'emporte sur la réalité physique des choses. C'est un risque, c'est le risque que moi je prends. Si j'ai tort, c'est ce risque-là qui m'emportera avec une perte. Ok? Donc il faut bien être conscient que ce risque existe, j'en ai tout à fait conscience, je module mes expositions face à ce risque. Quelle est mon exposition à Wall Street? Elle est très modérée. Quelle doit-elle être chez les autres traders? C'est la même chose. Tous les mecs qui vendent à Wall Street, vous croyez qu'ils sont quoi? En mode full levier, c'est parti, on va baisser comme des glands? Non, non. Voilà. Soyez conscients que normalement, si vous faites bien votre boulot, vous devez tous avoir compris ça et vous devez tous déjà avoir ça dans la tête. Moi, je suis conscient que ce risque-là, c'est ce qui peut m'emporter dans la trompe. Parce que tout simplement, si j'ai tort, c'est ce risque-là qui va emporter le risque de reverse. Ils vont retourner mon H4 et évidemment, ils vont reprendre la main et le contrôle de tous ces time frames. C'est possible. Je ne pense pas que ça va arriver, tout simplement parce qu'il faut avoir un avis. Moi, l'avis, c'est de dire, j'ai de la technique qui est en faveur de mon avis baissier, je trade à la vente, point barre. Tant que ce n'est pas validé et confirmé, je ne peux rien faire. On est venu chercher les niveaux de validation, il faut qu'on glisse dessous pour réussir à valider ces trades-là. Pour ça, il faut que je pète leur accumulation haussière. Pour l'instant, c'est toujours dedans. Et puis une accumulation en daily, vous vous rendez compte du truc? Vous savez combien de temps ça dure en moyenne une accumulation? Je vous donne juste un ordre de grandeur, c'est entre 50 et 200 bougies. Journalière. Voilà. Donc vous commencez à capter le délire de dire, bon bah si c'est plutôt sur la fourchette basse, bah, on est plutôt à la fin de l'accumulation. On va effectivement la breaker soit par le haut, soit par le bas. Dans le cas le plus long, on en a encore pour un paquet de temps, les amis. Donc voilà, pour moi, on est encore en train d'osciller entre support et résistance. On est sur une durée moyenne d'accumulation, d'accord? C'est-à-dire qu'à tout moment, maintenant, on peut sortir de l'accumulation, soit l'invalider, soit la valider en sortie haussière. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Voilà. Moi, pour l'instant, les freins qu'on a en hebdomadaire sont largement suffisants pour que l'accumulation ne sorte pas par le haut. D'accord? Avec le temps, cette force de reverse, elle réduit. On est bien d'accord. Le reverse, c'est une spéculation et elle doit se produire. Si ça ne réagit pas, c'est qu'il n'y a pas assez de vendeurs. Okay? Donc pour moi, cette pression vendeuse du reverse en weekly, elle est encore là et elle durera probablement encore, je pense, 2 trimestres. Mais guère plus. Moi, au-delà de 2 trimestres, je vous dis, pour moi, l'accumulation du reverse, enfin le risque de reverse hebdo va clairement se réduire, ce qui fait que le risque d'augmentation de l'accumulation haussière va, lui, augmenter. Je l'ai toujours dit, le temps joue contre moi pour l'instant. Plus on passera de temps sur ces zones, sur les zones actuelles, plus personnellement, mon agressivité vendeuse va se réduire. Ok? Mais pour l'instant, elle est toujours là. Ok? Donc ça, il faut bien que vous le compreniez. Ça, c'est pour moi la façon de gérer tous les indices. Hein, on va bien, parce que, voilà, pour moi, tous les indices sont liés à ce qui se passe à Wall Street, puisque Wall Street, c'est les seuls, en fait, à maintenir le doute. Pour moi, ailleurs, il y a beaucoup moins de doutes. Quand je vois la tronche du DAX, c'est pas ces 1,40 aujourd'hui qui m'inquiète, parce que, pour moi, il est toujours très, très mal orienté, cet indice, et sincèrement, je pense qu'il va avoir énormément de mal à tirer son épingle du jeu. Je crois qu'on avait un gap sur le DAX, il me semble. Non, pardon, qu'est-ce que je fous? Voilà, donc le DAX, voilà, c'est quand même magique. Donc là, maintenant, on recrée des gaps haussiers. Donc on est bien dans une thématique de range. Il faut bien que vous compreniez ça. Hein. On regape des gaps, puis des. Bon, c'est n'importe quoi. Voilà. Enfin, pour moi, c'est très rigolo, en fait, parce que ça traduit une seule chose, qu'on est complètement paumé. Et face à ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une communication permanente sur le fait que la vision est là, la visibilité est là, tout va bien se passer, on va résoudre tous les problèmes. Ah non, c'est pas ce que traduisent les ranges. Voilà. Donc que ces ranges-là agissent comme force de soutien, je peux le comprendre encore une fois. Il faut que vous soyez rationnel. Vous pensez sincèrement que l'administration américaine préfère que le marché baisse? Non, donc c'est normal qu'elle supporte les prix. Ça peut vous paraître stupide, malsain, tout ce que vous voulez, c'est exactement ce que je pense. Que c'est malsain, que ça finira très mal et que c'est un jeu extrêmement dangereux auquel se jouent des gens qui me semblent bien peu compétents en la matière. Mais voilà, c'est aussi c'est aussi un biais de lecture que j'ai. Voilà, ça se trouve, encore une fois, j'ai tort et on a affaire à des génies de marché qui ont tout compris sur comment réussir à orienter les marchés financiers. Voilà. Moi, je vous dis, j'ai passé des années à essayer de comprendre le marché pour en arriver à une seule conclusion. Le marché est incontrôlable, c'est du pur chaos. La seule chose qu'on peut contrôler dedans, ce sont des patterns, des schémas et des gestions du risque. Alors peut-être que ces gars-là ont trouvé des schémas que je ne connais pas, qui sont tout simplement comment apporter à Wall Street ce qu'ils veulent au bon moment. Bon, voilà, pour moi, si je dois mettre ça dans des cases, je vous l'ai toujours dit, ça se met dans une seule case, la case du contrôle. C'est-à-dire essayer de contrôler quelque chose qui est par définition incontrôlable.
Donc, bah, excusez-moi, mais bon, moi, de mon expérience, ça peut pas bien se terminer. Donc voilà, c'est ça qui oriente mon choix personnel. Cette fois, je vous ai dit, vous pouvez être en accord ou en désaccord. J'en ai franchement rien à foutre. Que vous soyez acheteur ou vendeur, pour l'instant, normalement, on est tous en attente de résolution de cette zone de prix. Donc voilà, la réalité aujourd'hui, c'est que les portefeuilles swing doivent être orientés en conséquence. Si vous tradez à court terme, bah, évidemment, c'est très emmerdant parce qu'il y a tout ce bruit de moyen terme derrière qui influe sur vos trades à court terme. Donc, comment vous faites? Vous tradez de la volatilité pure sur des UT intraday. Et c'est la règle qui est depuis 2 mois, elle est comme ça. Je vous dis, faites de l'intraday en volatilité pure, vous utilisez de la bande de Bollinger au lieu du canal de tendance, parce qu'on est tout sauf en recherche de tendance à court terme, puisqu'à chaque tendance échoue, et voilà. Donc c'est que de la borne de volatilité sur tout ce qui est en dessous de l'horaire. Et voilà. Donc, sur le Forex, ça commence à bouger, et c'est ça qui m'intéresse énormément. Par contre, encore une fois, impossible de trouver un mouvement unidirectionnel. Qu'est-ce qui se passe? Vous regardez, moi je regarde toujours cette triade-là, d'accord? On va les mettre sur un seul graphique, comme ça vous allez voir de quoi je veux parler. Alors je vais enlever tous les trucs visuels. Je ne sais pas si je peux même enlever les indicateurs. J'aimerais bien. Voilà, on va mettre tout en ligne. Voilà, comme ça, vous verrez bien. Alors c'est pas ça que je veux. Voilà, et GBP USD. D'accord, on prend en fait les 3 principales paires de devises, okay, enfin les 3 principales devises sur leur valeur référente, d'accord. Donc là, l'USD Yen, c'était lequel? Parce que du coup, je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà. Est-ce que je peux le reverse celui-là? Putain, je sais pas comment on fait. Alors, est-ce que... Donc c'est 111. Ouais, c'est ça. Comment on fait? Invert scale. Voilà. Ok? Donc il faut bien que vous compreniez ça. Donc là, en gros, c'est le dollar face à l'ensemble du panier de devises. Ok? Donc, on va essayer de trouver un peu un truc. Voilà. Ok? Donc vous voyez bien que globalement, merde, hop, il y a quand même quelque chose qui ne se passe pas de façon normale depuis avril. Ok? Normalement, ces trucs-là, même s'ils évoluent jamais de manière permanente, on voit bien que par contre, depuis 2017, depuis l'élection de Donald Trump, il y a un flux constant sur les devises qui a d'abord favorisé le dollar, d'accord? Pardon, non, je dis n'importe quoi. Donc, qui a d'abord pénalisé le dollar, d'accord, qui a fait augmenter, non, qui a fait baisser le dollar. Putain, je vais y arriver. GBP USD, d'accord. Donc quand ça monte, ça veut dire que les devises autres que le dollar augmentent. Enfin, la valeur relative du dollar baisse. Donc d'abord baisse du dollar, puis on arrive en 2018, hausse du dollar. Alors là, vous dites, ok, d'accord, le dollar prend sur tout le monde, ok, ça on peut comprendre, il n'y a pas de souci. Et du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? Là, oh putain, d'accord. Donc on a le yen qui reprend par rapport au dollar, et les autres devises, elles, qui restent extrêmement faibles. Alors, vous avez beaucoup de gens qui vont vous dire c'est à cause du Brexit et tout ça, tout ça. Bon, bah dans ce cas-là, pourquoi le marché s'inquiète du Brexit et s'inquiète pas du deal China, du deal avec les US? C'est la même chose, hein, c'est la même merde. On est dans le même flou artistique sur ces deux terrains. Donc, encore une fois, je pense que ce sont de faux arguments ou des arguments d'analystes qui reviennent à dire bon, on ne comprend pas ce qui se passe, mais on va essayer de l'expliquer. Voilà. Donc, comme ça baisse, on va essayer de chercher des éléments baissiers, par exemple. Et comme ça baisse plus sur la livre, on va dire ah ben voilà, c'est tout donné. Du coup, c'est effectivement à cause du Brexit. Voilà. Mais c'est encore une fois, ça n'a aucun intérêt, ni stratégique, ni quoi que ce soit. Parce qu'encore une fois, le moment où les gens le perçoivent, ils vont vous dire ici ah ouais, du coup, le Brexit impacte considérablement le marché des changes. Qu'est-ce qui se passe? Boum, bottom sur le GBP et le yen commence lui à reverse. Donc, il faut bien comprendre un truc. Moi, quand je vois ça, je me dis un truc. Déjà d'une, je pense qu'on en a fini avec le cycle de consolidation sur le dollar. C'est-à-dire que moi, personnellement, mon lien futur, c'est ça, ça et ça. Et je pense qu'on va tous converger vers ce truc-là derrière et créer un cycle haussier sur le dollar avec tout le monde, comme on faisait à l'époque. D'accord? Là, pour l'instant, le yen risque de rattraper, mais il a besoin de franchir cette petite résistance d'abord. Ok? Donc je pense que ce qu'on a à faire, c'est une petite hausse yen, puis derrière, on consolide longtemps et on attend les potes. Voilà. Et après, on y va tous ensemble. Je pense que l'eurodoll, c'est d'abord, on vient retaper la résistance 1,14, 1,15, on accumule un petit coup et hop, tendance haussière.
Bon, en gros, on va faire ça. Donc, yen, je pense une petite poussée juste pour aller chasser au-dessus de ça, très rapide, et après, on va être obligé de mourir pendant un bon moment, mais en tenant cet overlap, c'est-à-dire en gros, on ne peut plus franchir les résistances, on ne peut pas franchir ces supports-là, qui est l'ancienne résistance. Okay, donc, on passe du temps à plat ici, peu importe le temps, hein, voilà. Je pense que l'eurodoll, c'est direction 1,14, 1,15, petite conso, et on réattaque tout le monde en même temps. Je pense que le GBP, c'est direction là direct, c'est-à-dire revenir tester les 1,25, pardon, revenir tester les 1,30, et de faire même chose, accumulation ici, et derrière on rattrape. Donc je pense que le GBP, c'est là où il y a le plus de choses à faire, parce que c'est là où il y a le plus gros rattrapage à faire, parce que de toute façon, je pense que le macro-cycle dollar, terminé. Et qu'à terme, on va pour franchir ces résistances sur l'euro-dollar, avec un yen qui l'aura fait d'abord, un GBP qui aura été le plus pénalisé, mais qui tiendra probablement son double bottom. Donc lui, le GBP, il va accélérer ici, puis c'est derrière dans la phase cassure du top, d'accord, c'est dans cette phase-là. Regardez, c'est le jaune, hein, GBP. Là, vous concentrez votre regard que sur le jaune. Vous dites, on a double bottom, puisqu'on est venu faire deux bottoms. Donc ça veut dire qu'on va venir ici en traînant un peu la patte, et que c'est ici que la phase d'accélération, entre guillemets, que l'énergie va être relâchée sur le GBP. Si évidemment il y a un Brexit pas trop dégueulasse et compagnie. Mais théoriquement, techniquement parlant, c'est dans cette zone-là que le plus gros des gains sur le GBP se mettra en place. Au franchissement haussier des 1,44, où on risque d'aller très vite de 1,40 à 1,50. Ok ? Mais par contre, en attendant, voilà, je pense qu'il y a un rattrapage relativement fort à faire. Et rappelez-vous que dans un double bottom ou double top, vous prenez la zone médiane et vous vous dites que là aussi, il y a une zone d'accélération. Ça veut dire qu'on ne va pas accumuler ici, d'accord ? On ne va pas passer du temps ici. Il y a des gens qui pensent que, d'accord, à cette zone-là, là, je ne ferai que des achats. Tout simplement parce que cette zone-là, normalement, on la traverse. C'est-à-dire, au contraire, c'est une zone qui devient illiquide. Okay, c'est-à-dire qu'on va travailler cette zone-là, je pense, sur le GBP, et qu'on fera vague 5 étendue. D'accord ? Typiquement, en gros, ici, je pense qu'on a fait une vague 1, je pense qu'on est en train de faire notre vague 2, je pense qu'on va faire une 3, une 4, et boum ! Voilà. Et là, grosse 5 qui nous amène tout de suite ici. Après, on fait nos vagues de conso, blablabla, et boum. Ok ? Voilà, entre guillemets, le schéma que j'ai pour le GBP par rapport au dollar. Ok ? Pour l'eurodoll, c'est à peu près la même chose. On n'est pas sur un double top, mais je pense qu'on va venir d'abord essayer de franchir cette résistance, donc essayer de passer au-dessus des 1,14, échouer, consolider, d'accord ? Donc en fait, vous regardez les schémas, c'est la même chose. C'est de dire ça, ici, grosse accélération, on franchit un peu pas mal de résistance, grosse conso, et après tout le monde y va. Donc, vous comprenez bien que si vous regardez ce graphique, d'accord, ça vous donne 2020, un gros range autour de 1,18, on va dire 1,17, 1,18 pour l'eurodoll, 1,35, allez, 1,40, 1,35 pour le GBP, et ça nous donne une grosse oscillation, on va dire, entre un petit peu plus haut, parce qu'il faut franchir au moins ça, donc on va dire entre 103, d'accord, grosse oscillation entre 103 et le support ici, qui est donc... Attendez, je vais utiliser des lignes, parce que là, je peur de ne pas tracer comme il faut. Eh bien, bon, on va le faire comme ça. Ah merde, oui, bah oui, j'avais enlevé les lignes, ok, forcément. Donc ça nous fait sur le yen entre, on va dire, 100, ouais, 108 et 105. Voilà, grosso merdo, non, parce que là, il faut aller plus haut, pardon. Voilà. Donc on a dit un petit peu plus haut, je dirais entre 104 et 108. Voilà. Ça nous fait une zone d'évolution ici. Mais dans tous les cas, si vous réfléchissez, quoi qu'il en soit ici, quoi qu'il arrive, ça fait quoi comme chose de manière quasi inévitable? Il y a une seule chose qui est inhérente à tous ces trucs-là, c'est la baisse du dollar. C'est que quoi qu'il arrive, toutes ces devises vont se réapprécier par rapport au dollar. Sauf le yen, mais le yen, pour moi, il reste un dernier move à faire. Parce qu'il faut qu'on franchisse une résistance dans un mouvement directionnel. Donc pour moi, on doit venir franchir au moins temporairement la zone des 104,60 sur le yen. Voilà. C'est ça mon scénario. C'est pour ça que je vous dis qu'il reste des choses à faire sur les paires en yen, qu'il ne faut surtout pas éviter et qu'il ne faut surtout pas oublier vos prises de profit sur les paires en yen, qu'il faut bien mettre des putains de limites sous les supports du yen parce que ça risque d'être rapide et qu'on risque de ne pas pouvoir tenir longtemps ces valorisations ici. Donc qui dit rapidité dit que si vous n'avez pas mis d'ordre conditionnel pour récupérer vos gains, vous allez probablement vous les faire sucrer. Ou en tout cas, vous allez en perdre une bonne partie. Ok ?
Il y a un sens à tout ce que je vous dis. J'espère que vous comprenez un peu tout ça. Donc, pourquoi j'ai une exposition forte au dollar cette année? Parce que pour l'instant, oui, certes, c'est le truc qui m'a piqué aussi du blé cette année, d'être un peu trop sur le dollar. Ça m'a piqué des leviers. J'ai été en levier sur GBP USD, j'ai été en levier sur euro-dollar, des leviers spéculatifs max avec un peu plus, et ça m'a coûté des pertes, parce que j'ai pris trop de risques et je me suis fait sortir. Encore une fois, c'est toujours comme ça. Tu prends un peu trop de risques, tu te fais niquer. Je ne suis pas parfait, d'accord, mais mes gestions sont parfois soit altérées, soit en attendant. Moi, je pars du principe que on se plante tous. Ce qui est important, c'est que même la petite erreur reste dans une logique globale qui fait que, à partir du moment où je suis mon scénario, il y a forcément un moment où je vais avoir raison. Et si je fais bien mon travail au moment où j'ai raison, ça compensera normalement, logiquement, même les erreurs de gestion baissière. À condition évidemment qu'elles soient modérées. C'est-à-dire que le mec qui fait n'importe quoi, lui, il n'arrivera jamais à rattraper ses trucs. Hein. Il y a toujours une limite. Vous avez bien vu, est-ce que j'ai lutté sur GBP? Est-ce que j'ai lutté sur Eurodoll? Non, je veux dire, j'étais juste patient. Il y a des moments où, objectivement parlant, j'avais tort et où il fallait réduire les leviers, clairement. Mais est-ce qu'à un seul moment donné, j'ai sorti l'intégralité de ces positions? Jamais. Jamais, jamais. Je suis toujours dedans, toujours dans ces trades depuis un bon moment. Par contre, clairement, oui, il y a eu des pertes encaissées et parce qu'elles étaient obligatoires. Parce que c'était de la gestion du risque. Objectivement parlant, il y avait des risques considérables d'accélération baissière qui ont échoué à chaque fois. Mais voilà, pour l'instant, on en est là. Donc j'attends de voir ça. Je surveille très 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 attentivement le Forex pour les semaines qui viennent et sur la fin d'année. C'est peut-être là au fait que nous viendrons les prémices de choses qui risquent de changer. Donc j'aimerais bien voir le changement de direction sur le dollar s'amorcer et voir de manière, franchement je suis curieux, de voir de manière très curieuse comment les indices vont réagir à ce changement de polarité sur le Forex. On a déjà eu en fait les changements du risque, c'est-à-dire le gold et silver, tout ça, ça s'est mis en place depuis pas mal de temps. Donc ça, c'est déjà en phase de tendance. Pour moi, le dollar, c'est le prochain à venir. Je vous rappelle qu'il faut toujours regarder vos courbes de taux. Voilà, ça y est, elle va s'inverser là. Je pense qu'on y est pour aujourd'hui. Hier, c'est quand même assez beau. Voilà, je vous montre le chiffre. Voilà, paf. Quand je vous dis que des gens regardent ça, encore une fois, il y a des gens qui pensent que c'est bon, Phyllis invente des trucs, il veut voir ce qu'il veut voir. Non, moi je sais ce qu'elle regarde, la smart money, il ne faut pas me prendre pour un con, quoi. Alors je sais qu'il y en a certains qui préfèrent mettre des étiquettes, c'est toujours plus pratique. Juste une chose, d'accord, moi quand un mec qui a 1 an de marché me colle une étiquette, alors que moi j'en ai bientôt 10, j'ai juste envie de dire, je suis meilleur à mettre des étiquettes que ces gens-là. Donc, qu'ils se taisent au bout d'un moment. Mais bref, c'est très amusant. Donc oui, la smart money, évidemment qu'elle regarde la courbe de taux. Je vous le dis direct. Il regarde ça très attentivement. Donc moi aussi je le regarde. Je ne sais pas comment ça va se produire, mais si on réinverse la courbe de taux, je vous l'ai dit, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez, historiquement parlant. À chaque fois qu'on a fait ça, ça n'a jamais été bullish pour les actions. Donc moi j'attends de voir comment ça réagit. Parce que venir chercher l'équilibre des taux ne veut pas dire qu'on va réinverser la courbe. On peut très bien ici repartir pour un cycle beaucoup, beaucoup plus baissier. C'est-à-dire que si ici 0,50, on estime qu'on peut aller plus loin. Historiquement parlant d'ailleurs, soit dit en passant, on peut aller plus loin. Je vous donne juste l'exemple. On a déjà fait du 0,80, moins 0,80 en spread de taux entre 10 ans et 3 mois. Donc on peut très bien se dire ici, ouais non, non, paf, on repart. Par contre, du coup, ça veut dire quoi à votre avis? Là, la smart money, elle regarde qui? Elle regarde Trump ou elle regarde la Fed? Ah, je pense que là, vous venez d'atteindre un truc intéressant. Là, la smart money, elle est plus du tout en train de regarder Trump. La smart money, elle attend la Fed maintenant pour savoir si oui ou non il va y avoir une baisse de taux. Parce que c'est ça qui va conditionner, oui ou non, la réinversion de la courbe. Si la courbe se réinverse, c'est que la Fed fait sa 3e baisse de taux. Et là, je peux vous garantir que Wall Street, ils vont pas aimer ça. Mais enfin, Wall Street. Quand je dis Wall Street, je ne devrais pas utiliser cet abus de langage. La smart money, elle ne va absolument pas apprécier ça. Tout simplement parce que rappelez-vous ce qui s'est passé sur la première baisse de taux. Non, non, ne vous inquiétez pas, c'est une baisse de taux parce qu'on a un peu trop monté les taux avant, on réajuste et c'est tout. La deuxième baisse de taux, non, non, ne vous inquiétez pas, on réajuste, on ne rentre pas dans un cycle de baisse de taux. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Les opérations sur bilan, QO déguisé, enfin, le bilan de la Fed réaugmente. On colle à ça une 3e baisse de taux. Comment tu vas faire gober cette fois aux institutionnels que tu n'es pas en train de rentrer dans un cycle de baisse de taux et que tout simplement tu n'es pas en train d'essayer de sauver un chat mort. Donc le principe c'est que la smart money, je pense qu'elle a absorbé tout ce qu'elle peut absorber. Le coût du repo, là, à mon avis, ils n'aiment pas du tout ça. C'est de dire, bon, là c'est bon mon gars, c'est la dernière fois qu'on va croire ton blabla.
Trump, encore une fois, la smart money n'écoute même pas, hein. Enfin, je pense que si vous croyez ça une seule seconde, voilà, un gérant de risque, il sait très bien que Trump, c'est que du mensonge, ou en tout cas que ça n'a aucune valeur pour gérer des risques à moyen terme. Gérer des risques à court terme, aucun problème. C'est-à-dire qu'encore une fois, on fait tourner des robots sur de la volatilité qui vont acheter en bas, revendre en haut. Ils font joujou, ils font tourner le mécanisme. Mais le mécanisme à moyen terme, celui qui est basé sur l'investissement et la confiance, je peux vous dire que celui-là, il n'est pas très bien roulé en ce moment, tout simplement parce que voilà, vous avez d'un côté la propagande, et autant vous dire que la smart money, la propagande, ça lui passe au-dessus de la tête, et vous avez à côté de ça une politique monétaire qui est absolument illisible, avec un discours d'un côté, sauf qu'encore une fois, la Fed ne fait pas de propagande, la Fed fait de la communication. Et je pense que cette communication aujourd'hui, elle n'est pas claire et que ça ne plaît pas du tout à la smart money. Parce que tout simplement, la Fed, elle ne peut pas dire on voit des risques de récession, donc on est obligé de mettre la main à la pâte. Mais c'est ça en réalité, c'est que la Fed a peur d'une récession et qu'évidemment, elle fait tout pour l'éviter. Donc la réalité, c'est ça. C'est que il y a un ralentissement économique mondial, que du coup, on fait tout pour l'éviter et que en l'évitant, on va probablement le causer, en fait, tout simplement. Enfin, moi, en tout cas, c'est le scénario que je développe. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je surveille toujours, bien évidemment, ce qui va se passer sur Apple aujourd'hui. Ça va être haussier, tout ça, tout ça. Je veux voir s'ils arrivent à déborder le sommet ou pas. C'est la seule chose que je regarde. S'ils débordent le sommet et qu'ils tiennent une clôture, je vais évidemment réduire mon exposition à la vente sur Apple. S'ils ne tiennent pas, je reste en place. Je surveille toujours activement donc le gold pour des renforts en breakout très prochainement. J'ai payé le bas du range, je paierai le breakout. La UDNZD, comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai pris un petit trade sur le bas l'autre jour, je le sécurise là ce matin, c'est fait. Donc j'ai pris les profits, je mets le stop dessous et je laisse filer. Si ça repart aussi, tant mieux. Si ça redescend, je reprendrai sur le 38%. Tout ce qui est GBP, pour l'instant, j'achète un peu le GBP Yen, mais comme un spread chart. J'espère que vous avez bien compris le schéma tout à l'heure, hein, c'est de dire, pour moi, le Yen a une marge de progression relativement faible, alors que le GBP a une force de rattrapage extrêmement forte. Donc GBP Yen, c'est la seule paire que je prends à l'achat, d'accord, malgré le fait qu'elles sont en Yen. D'accord. Mais dans le simple fait que ça, c'est le spread chart que je joue sur le Forex. J'y vais pour l'instant évidemment sans levier. D'accord. C'est une paire que j'ai déjà en portefeuille depuis un moment. Ok. GBP Yen de mémoire, moi j'ai commencé à me positionner dessus. Alors je vais mettre en daily. Je sais plus. Je crois que j'avais pris un premier achat là. Ouais, je crois que j'avais pris un premier truc là, qui avait dû être stoppé. Et j'en ai repris un peu en bas. Et là, j'ai raté ça. Là, j'ai raté le départ. Donc, j'ai repris des petits renforts, mais en breakout hier, hein, c'est-à-dire des tout petits renforts. Je ne suis pas encore spécialement convaincu, hein, mais voilà, je pense que cette fois, par contre, ce bottom-là, on risque de le tenir. Donc GBP Yen, voilà, c'est un truc que j'ai en portefeuille. C'est pas là où je ne mettrai pas de levier sur ce truc-là. Je joue tout simplement un spread en plus donc, des scénarios que je joue ici. D'accord. Ça, on travaillera là-dessus un peu plus tard. C'est l'utilisation des corrélations pour générer des spread charts. Donc ça, c'est un truc qu'il faut que seuls les expérimentés peuvent faire, hein. Là, on est bien d'accord, je m'adresse que aux oranges, pas les jaunes. Ça, les jaunes, vous ne pouvez pas faire. C'est encore trop compliqué pour vous. Mais on essaiera de faire des cours éventuellement sur la corrélation plus tard. Là, par exemple, je vous en ai fait un, hein, celui qu'on a fait tout à l'heure en mettant les 3 paires de devises. Ça vous fait comprendre pourquoi je prends GBP Yen, par exemple. C'est pas un trade graphique, c'est un trade spread chart. C'est de dire ça sur un moyen terme. Normalement, le spread entre l'USD Yen et GBP USD devrait se réduire, donc GBP Yen est un bon trade. Maintenant, encore une fois, il y aura une gestion du risque et tout ça, tout ça. Mais gérer ces spread charts, ça se fait d'une manière différente. Voilà. Donc il faudra que vous compreniez ça. Ça se gère avec les timings de l'USD Yen et du GBP USD. Donc on suivra ce trade et ce sera probablement le support du cours que je vous ferai sur les corrélations. Voilà. Allez, on va s'arrêter là, 40 minutes, puis j'en ai marre, puis il faut que je me tape la même chose en anglais derrière. Donc voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. On se retrouve lundi, tranquillou. Pour ma part, donc, les cryptos, c'est à surveiller pendant le week-end. Si ça reflue intégralement tout ce qu'on a fait, tout simplement, c'est qu'il n'y avait pas d'achat crypto. Hein, alors venez pas derrière à dire ouais, super, dès que Phil il achète, les cryptos baissent. Parce que je sais très bien, hein, je veux dire, j'ai commencé à être habitué maintenant à la critique stupide de certains des gens qui m'aiment pas trop. Mais encore une fois, je m'en fous, hein, je ne peux pas plaire à tout le monde, mais bon, c'est juste que quand les critiques sont stupides, c'est affligeant. Enfin bref, voilà, bref, il y en a qui aiment bien perdre leur temps. Donc, surveillez. Voilà. S'il n'y a pas un timing d'achat, c'est qu'on ira à terme, pas maintenant, mais dans plusieurs mois,
venir chercher la zone swing moyen-long terme, enfin oui, la zone pratiquement buy and hold dont je vous avais parlé. C'est-à-dire si ça passe pas ici, on va passer dans la partie basse donc du canal, c'est-à-dire qu'on va revenir franchir avec forte accélération la zone des 50% qu'on essaye de tenir là pour l'instant. Mais encore une fois, personne ne sait rien. Voilà. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai des schémas et des gestions du risque. Et j'ai bien quand même été clair. Je pense que vous comprenez ça. Quand je vous ai dit que j'ai pris 10% de mon cash pour payer un achat sur BTC USD, voilà, qu'on fasse simple. Hein, il me restait en gros 11 000 balles de cash sur le compte. J'ai mis 1000 balles de BTC avant-hier. C'est que dalle, il faut que vous compreniez bien. Et je ne les sors pas. Hein, je ne les revendrai pas, les 1000. Je les garde quoi qu'il arrive. C'est juste que si je peux avoir de meilleurs prix après, effectivement, je garde 10 000 balles pour ça. Voilà. C'est ça qu'il faut que vous pigiez. Voilà. Ça, j'espère que vous l'avez compris. Hein. Voilà. Mais normalement, je pense que les expérimentés, vous l'avez très bien compris, ça. Mais c'est juste qu'il y a des gens qui sont cons, encore une fois, qui voient tout en binaire. Ils disent, ah, il achète, le marché baisse, donc il est ruiné. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont cons, ces gens. C'est affligeant, hein. Mais bon, voilà. Et comme par hasard, en plus, ce sont des gens que j'ai formés moi, plus ou moins, et qui aujourd'hui me critiquent. Je trouve ça mais tellement fantastique. Parce que ça montre deux choses, hein, que ces gens-là ne sont pas traders, puisque tout simplement, si tu comprends pas encore une fois qu'une position c'est jamais tout blanc ni jamais tout noir, et que tu dis dès que Phil il achète, le marché baisse, donc le gars est mauvais, non, t'as rien compris. Voilà. C'est juste que derrière, il suffit que j'ai raison 2 fois sur 10 pour faire 10 fois plus de blé que toi, donc voilà. Bref, c'est toujours pareil, toujours les mêmes biais. Encore une fois, je dis pas ça pour attirer votre sympathie et tout ça. Ne vous sentez pas obligé de m'envoyer des mails. J'apprécie toujours, il n'y a aucun souci, et je n'irai jamais dire vous me gonflez à m'envoyer des mails pour me dire t'inquiète pas, Phil. Voilà, mais c'est juste pour dire il y a des moments où la critique elle me touche. C'est des moments où je suis fatigué, c'est des moments où voilà, c'est l'hiver qui arrive, ça me casse les couilles, les journées raccourcissent, ça pèse sur tout le monde. Hein, voilà. Encore une fois, je suis un être humain. C'est juste de dire, c'est le seul moment où vous me verrez supporter la critique. Alors voilà, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien, cette phase-là, elle va passer. Et de toute façon, ça m'empêche pas de trader. Hein, et j'espère que vous l'avez bien capté, ça aussi c'est important. Clairement, je suis pas au top de mon moral depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, pas mois, on va pas grossir non plus. C'est peut-être la saison, c'est peut-être autre chose, j'en sais rien. Voilà, honnêtement, je contrôle pas vraiment ces trucs-là, hein, sinon ce serait trop facile. Mais par contre, est-ce que vous m'avez vu changer quoi que ce soit dans mon trading? Normalement, non. Je trade juste un peu moins, ça c'est sûr. Je trade un tout petit peu moins. Mais sinon, il n'y a rien qu'à changer. J'applique toujours les mêmes gestions du risque et tout ça, tout ça. Donc, normalement, ça doit commencer à vous faire comprendre ce qui, voilà. Ça, et c'est des choses vers lesquelles il faut que vous tendiez aussi, quoi. C'est que ça, après, c'est l'expérience qui fait que ça devient mécanique, machinal, et voilà, et que même les altérations de votre vie personnelle n'ont rien à faire dans le trading. Autrement dit, ça n'influe pas sur mon travail. Et c'est ça qui est important, ou très peu. Ça, on gardera ça comme sujet de discussion pour une autre émission également, parce que ça, c'est des trucs sur lesquels il faut que vous travaillez, vous aussi, les expérimenter. Travailler sur la frontière la plus large possible entre votre vie et le marché. C'est-à-dire que le marché, c'est un tout petit bout de votre vie, et il faut que ça devienne de moins en moins important avec le temps. Voilà. Et ça, c'est vraiment important que vous arriviez à faire ça. Bon, ça, c'est plus mature, hein, ça vient avec les années, et de toute façon, c'est un travail qui se fait tout seul. Allez, stop. Bon week-end.